Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle affiche toujours un large sourire. Sans doute le bonheur d'être au contact de l'océan et des marins aussi. Et puis il y a cette coupe de cheveux, blond, parfois cendré, ce petit carré, le même toujours depuis des années, qui la rend reconnaissable. Elle n'est pas très grande, sa silhouette est fine, mais c'est une grande dame de la course au large. Imaginez, elle est la première femme à avoir fait le tour du monde en équipage sur la goélette Grand Louis avec son père, André, son frère, Jimmy, et des noms qui feront les grandes heures de la voile tricolore, Philippe Fac, Patrice Carpentier ou Loïc Caradec. C'était en 1973, sur la toute première Whitbread, elle avait 24 ans. Ça vous pose le personnage. Depuis, elle n'a plus décroché. Navigatrice de haut niveau, elle multiplie les courses, les transats surtout, et en parallèle entre à l'UNCL, l'Union nationale de la course au large, indispensable club pour l'organisation technique des courses. Elle sera directrice de comité, et puis la première, et à ce jour la seule, directrice de course des plus prestigieuses compétitions hauturières. Alors oui, elle se sera bien essayée à l'ostréiculture et à la restauration, mais la voile est définitivement son grand amour. Toutes les transats Jacques Vabre, de la première à celle de 2021, à une exception près, elle a travaillé pour. Le Tour de France à la voile, la Route du Rhum, le Vendée Globe, même le tout premier, elle sait. Si elle a passé la main il y a peu pour naviguer en plaisance et en famille, comme elle dit, elle n'est jamais bien loin des pontons. Et puis comme son compagnon René reste très impliqué dans le milieu, elle est au courant de tout. Eh ben non, on ne décroche pas comme ça. Certains vous diront que c'est une main de fer dans un gant de velours. Il faut sans doute un peu de ça pour s'imposer comme elle a su le faire. Elle a une sorte d'autorité naturelle, déterminée et chaleureuse. Les marins la respectent, beaucoup, le milieu aussi. Et quand je lui ai demandé d'être mon invitée, elle a répondu « Ben oui, si tu penses que ça peut intéresser les auditeurs. » Ben ça, on en est sûr. Sylvie Vian est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Sylvie, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Hélène, merci de me recevoir. Ben non, mais c'est un plaisir d'être avec toi. Je vais commencer par ma question rituelle. C'est la question que je pose toujours. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans le monde de la voile, qu'est-ce que tu me réponds là comme ça? Je réponds que c'est depuis quelques années que ça commence à prendre une certaine dimension, qu'elles comptent, qu'elles sont skippers, qu'elles font des courses comme les garçons, le Vendée Globe. Mais ça a pris beaucoup de temps, je trouve. Et là, j'espère que cette trajectoire va continuer et que les femmes, parce qu'elles sont complètement capables, autant que les hommes, et de réfléchir et d'avoir des muscles, et donc de faire ces courses-là et même de faire autre chose, des directions de course, de faire des organisations, etc. Donc je pense que c'est en bonne voie.
Le début, ça commence comment cette histoire d'amour, pour toi avec, la mer et la voile? Quand je lis ce qui te concerne, ça a l'air de commencer quand même très, très tôt avec, un papa qui a l'air d'être un amoureux fou de la voile, du bateau et qu'il vous a embarqué en fait très vite, non? Ah bah oui, il y avait pas le choix en fait. Ça a pas été un choix, c'est que toutes les vacances qu'on avait, il nous embarquait. Mais malheureusement pour lui, il a eu 3 filles au début, donc on était quand même des filles, donc il était obligé d'embarquer des filles. Je pense que ça n'a pas tellement gêné parce qu'en fait, il était pas du tout misogyne. Et puis après, il a eu 3 garçons qu'il a embarqués quand ils étaient un peu plus âgés. Mais nous, on a eu la chance finalement, c'était une chance, mais en plus, il était assez rigoureux, c'est-à-dire qu'on on faisait des croisières ou bien on faisait des courses, mais on prenait le car. Et même si on avait le mal de mer, il était hors de question de rester dans sa couchette. On était là pour naviguer, pour faire marcher le bateau et pour éventuellement se faire plaisir. Qu'est-ce que tu découvres si jeune justement? C'est quoi ce plaisir que tu découvres? Alors même s'il y a du mal de mer et même si, on n'a pas le choix, il faut prendre son quart. En fait, moi, j'avais la chance de pas trop avoir même de pas avoir le mal de mer. Mais j'avais des sœurs qui avaient le mal de mer et c'était pas forcément facile pour elles, mais elles ont toutes aimé beaucoup la mer, la voile. La croisière, hein, c'était vraiment la découverte aussi de pays, d'endroits, de mouillages. Et puis cette vie en famille avec des amis qui étaient embarqués aussi, puisque les bateaux étaient plutôt grands. Et donc c'est ça qui fait que on aime la mer. On peut regarder des heures la mer quand on est en train de soit à la barre, soit de quart, et c'est jamais lassant. C'est toujours beau. Sylvie, c'est vrai que alors on va dire les plus jeunes, hein, te connaissent beaucoup comme la grande directrice de course que tu es. Peut-être qu'il y en a qui savent moins justement cette histoire de 1973, de cette, 1re Whitbread. C'est fou quand on y pense. Est-ce que tu peux nous raconter ce tour du monde, en équipage avec escale, hein? On rappelle, la Whitbread, on va dire, c'est l'ancêtre de la Volvo et de maintenant The Ocean Race. Au départ, c'est une course que personne ne connaît puisque c'est la première, donc vous savez pas, j'imagine, ce à quoi il va falloir s'attendre. Et il y a votre papa, André qui va décider d'embarquer, un bout de la famille et des amis pour aller faire ce tour du monde. Ça paraît fou quand même. Mais en fait, c'était aller naviguer dans des endroits que l'on connaissait pas et qui étaient réputés, qui avaient une réputation assez terrible. On n'arrêtait pas on lisait tous ces romans enfin pas ces romans d'ailleurs, ces livres de Jérôme Poncet, Gérard Janichon là qui ont fait aussi avec le tour du monde et qui passait le Cap Horn, qui se retournait, le bateau s'ensissait, non? Le bateau en fait se retournait complètement et revenait à l'endroit. Ils avaient perdu le mât. Enfin bon, toutes ces et Moitessier et tout cela, ça nous fascinait en fait. À la fois, on avait envie d'aller voir ce que c'était, et à la fois, on avait un peu la trouille quand même, hein, faut pas le cacher. Et donc, en fait, je faisais du charter, moi, aux Antilles j'ai fait du charter pendant 3 ans et sur une goélette, qui était d'ailleurs le sister ship de Grand Louis. Et il est venu nous voir aux Antilles et il nous a dit, voilà, je viens de voir qu'il y a un Anglais, de la marine anglaise qui organise une course autour du monde avec escale et équipage. Et alors tout de suite, on a dit, oui, on est partant. Mon mari de l'époque, Michel Vanet, qui était un grand navigateur qui faisait que ça, il a dit, oui, il faut qu'on aille voir ça. Il fait absolument, nous, on est partant. Donc si tu le fais, on vient avec toi. Et comme il avait, lui, très, très envie aussi d'aller voir ce qui se passait dans le sud, eh bien, il a décidé de nous embarquer et puis d'embarquer tous ces jeunes, en fait, qui aimaient la mer, qui aimaient la voile, qui n'étaient pas du tout professionnels encore, mais qui étaient jeunes, quoi, avec 20 ans, 21 ans, 22, 23. Donc, Ça, ton frère avait 21 ans, toi 24 à l'époque. T'étais la seule fille du bord? Oui, c'est-à-dire mes sœurs, elles étaient plus. Il y en a une qui était malade, donc qui pouvait pas venir de toute façon, mais elles aimaient bien la mer. Et l'autre, elle était aussi mariée et elle travaillait, elle est vétérinaire.
Et elle n'avait pas le temps, donc elle est venue faire quand même la première étape. Et puis ensuite, c'est moi qui suis restée à bord, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, c'était pas un problème pour mon père d'embarquer des femmes, quoi. C'était normal. Alors avant qu'on se rappelle quand même quelques souvenirs de cette, Whitbread, même si pour ton papa, pardon, c'était pas un problème d'embarquer des femmes à bord, est-ce que c'était le cas aussi pour, les hommes qui auraient peut-être voulu, embarquer? Est-ce qu'il a fallu que tu fasses ta place? Est-ce que c'était si évident que ça de s'imposer à bord pour cette 1re Whitbread? Est-ce qu'il a fallu jouer des coudes? Est-ce qu'il a fallu s'imposer? Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, à l'époque, c'était ça qui était bien. J'ai vu d'ailleurs la différence entre 73 et 81, où j'ai fait aussi 2 étapes de la Whitbread, et où il y avait des professionnels en 81, donc des équipiers qui effectivement regardaient les femmes. Là, il fallait s'imposer. Mais en 73, non, parce qu'en fait, ils étaient en plus beaucoup plus jeunes. Ils avaient 20 ans. Moi, j'avais 24 ans, donc j'étais un peu l'aînée. Et je faisais, moi, du charter, et on traversait l'Atlantique 2 fois par an. Donc, ça, c'était quelque chose qui se faisait pas autant que maintenant. D'ailleurs, c'était un peu plus rare. Et donc, on avait quand même on avait une autorité là-dessus, une certaine compétence. Peut-être, on connaissait le bateau en plus, puisqu'on faisait du charter avec le même bateau. Donc, il fallait plutôt laisser la place des autres à bord. C'était un peu l'inverse avec, avec Michel Vanet, qui était aussi un vrai professionnel. C'était quoi ce tour du monde? Qu'est-ce qu'il en reste, voilà, des années après? Alors j'ai lu que tu parles d'une année initiatique, hem, mais aujourd'hui et à quel point ça t'a nourri ce tour du monde-là? Eh bien, c'était de connaître les océans, l'océan Indien, l'océan Pacifique. À l'époque, on parlait pas du réchauffement climatique. Il y avait les icebergs montaient pas si haut. En tout cas, on n'avait pas d'image satellite de toute façon. Oui. Donc, il n'y avait pas de limite, et on a pu vraiment découvrir ces océans. C'est-à-dire que dès qu'on a vu le premier iceberg au loin, le tabulaire, on a dit, ben, la course s'est presque arrêtée, et on a viré de bord pour aller voir de plus près ce qui se passait, quoi. Oui, ce qu'on fait pas aujourd'hui. Jamais, au contraire, les navigateurs et les navigatrices qui vont d'ailleurs beaucoup plus vite, puisqu'ils naviguent très vite, qui sont pas forcément solitaires quand ils sont même en équipage, dans les Volvo, ils ont demandé à avoir des portes de glace, parce que c'était effectivement, ils allaient 2 fois plus vite que nous, et il y a beaucoup de brume aussi dans ces zones-là, et c'était dangereux pour eux, pour leur bateau. Nous, on s'en rendait même pas compte, quoi. On savait on savait qu'il y avait des grôleurs et qu'il fallait faire très attention, et il y avait quelqu'un qui était en veille à l'avant du bateau pour dès qu'il y avait un peu de nuit, parce qu'en fait, comme on était en hiver, en été austral, il y avait peu de nuit, mais quand même. Et donc, on mettait un équipier de quart à l'avant du bateau pendant ces périodes où on voyait pas tellement, et on n'avait pas de radar non plus. Et puis, voilà, pour essayer de pas quand même rentrer. On était quand même conscient que c'était dangereux. Donc, on allait voir parce que c'était unique et que c'était la première fois. On prenait des photos, voilà. Et voilà. C'était ça, là, c'était cette découverte de ces océans-là. De ces océans, l'océan Pacifique, et même l'océan Pacifique, on est descendu beaucoup trop sud. On s'est retrouvé avec des vents contraires dans les 60e. Alors que finalement, c'était pas du tout la façon d'aller le plus vite possible. Mais bon, en plus, en météo, on avait peu d'informations météo, hein. On avait la météo par la BLU, c'est-à-dire la radio, sur des fréquences différentes, et aussi c'était du morse. Alors il y avait Loïc Karadec, qui était très fort en morse, qui arrivait à décoder tout ça. Et on arrivait à placer les centres de dépression, d'anticyclone, etc. Et c'était toujours pas forcément aussi exact que maintenant. Tu t'es sentie comment pendant ce tour du monde? Super bien. Ah ouais, en plus, comme on avait fait du charter pendant 3 ans, et c'était assez contraignant, même sympathique, mais un peu contraignant, et c'est un peu toujours pareil. Là, on découvrait de la vraie navigation, la voile, faire marcher une goélette, qui est quand même pas un bateau fait pour faire des courses. C'était
et puis c'était une amitié qui s'est créée entre nous. On est toujours contents de se retrouver. Tu sais qu'en 2011, il y avait eu la course des légendes. On était déjà des légendes à Alicante. Il y avait un rassemblement avec ceux qui avaient fait la course autour du monde. Et là, on s'est retrouvés, euh, toujours avec le même plaisir. Est-ce qu'on se sent différent après une telle expérience et si jeune? Bah, différent, si je me remémore à l'époque, non, pas différent, non. On a une expérience en plus, quoi. Moi, oui, c'est ça, j'avais 24 ans et 25 ans, donc après, et j'avais envie d'avoir des enfants. Donc là, je me suis plutôt, on est resté à terre, on avait vendu le bateau qui faisait du charter, avec lequel on faisait du charter, et on s'est installé en Bretagne et on a fait de l'ostréiculture, pas forcément Mais oui, j'ai lu ça. fait de la conchyliculture parce qu'on avait repéré qu'on pouvait élever des palourdes. Donc on s'était mis à élever des palourdes, c'était pas forcément notre métier, donc c'est pas facile. Et puis en même temps, on faisait des convoyages pour pouvoir joindre les deux bouts. Et puis là, moi, j'ai eu des enfants. On a eu 2 enfants. Coup sur coup, 75, 76, 2 enfants. Et là, c'est notre affaire. On oublie un peu la mère, quoi. On a moins le temps. Mais malgré tout, la mer, elle a une place prépondérante dans ta vie, Ben oui, Sylvie. La ben, voile, c'est ce que je lisais, c'est que même ça prend tellement de place que tu décides d'arrêter tes études et ce sera de toute façon la mer avant tout. Alors quand ces petits naissent et que bon l'ostréiculture ou la conchyliculture c'est pas forcément la panacée. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu décides de faire? Comment est-ce que l'UNCL va arriver dans ta vie? En fait, on était à ce moment-là, on faisait de la restauration à Saint-Tropez. Et ça, c'est un métier épouvantable parce que c'est un métier terriblement fatigant et prenant. Et, euh, et en fait, on n'avait plus du tout, on faisait plus du tout de bateau, on n'allait plus faire de courses, rien du tout. Ça m'a vraiment manqué. Je me suis dit qu'il fallait pas, fallait changer de vie, quoi. Donc j'ai changé de vie, j'ai pris mes enfants, je suis partie. Et il fallait que je trouve c'était 81-82, c'était donc la Whitbread avec notre bateau s'appelait Critère 9. Et c'est là j'ai fait la première et la dernière étape. Et puis mon mari qui était avec qui on ne s'entendait plus, il a fait la deuxième et la troisième parce que c'était des étapes où lui, sur ces bateaux-là qui étaient des bateaux plus nouveaux et plus dynamiques, c'était un excellent barreur. Et dans les mers du Sud, il faut vraiment pouvoir tenir les voiles le plus longtemps possible. Donc, barrer sous piste, c'était quand même sa spécialité. Donc, moi, j'avais eu droit à la première étape, qu'on a gagnée d'ailleurs. Et la dernière, alors là, qu'on n'a pas forcément gagnée, mais on a fait troisième. Comment on change de vie avec 2 petits sous le bras? Ça a été une évidence pour toi et ça a été la gestion de la vie en fait, ça se passe Et comment? les pauvres, je pense qu'ils ont dû un peu morfler quand même parce que je les ai beaucoup laissés aux grands-mères. J'avais une belle-mère deux belles-mères d'ailleurs parce que j'avais perdu ma mère et donc qui aimait bien le bateau et qui savait que il fallait garder les enfants pour que je puisse faire ces courses-là et essayer de me recycler dans autre chose que la restauration. Donc c'est grâce à elle et à mon père aussi d'ailleurs qui m'a embarqué sur les bateaux, etc. que j'ai pu après ces 3 années-là, 81, 80, enfin 82, surtout en 82, 83, 84, j'ai pu faire la course qu'avait fait inventer Michel Etévenant, qui était de La Rochelle à Nouvelle-Orléans. Et oui, sur un équipage 100% féminin en 1982. Et donc ça a été aussi une découverte formidable. D'abord, j'avais jamais été skipper, même si quand on faisait du charter, on n'était que deux avec mon mari à naviguer. J'avais pas dirigé d'équipe. Et ça a été vraiment super. Vraiment, c'était une découverte. Mais justement, ça, j'aimerais bien en parler avec toi. Donc, cette course La Rochelle, Nouvelle-Orléans, tu es skipper, un équipage 100% féminin. Autant dire
que ça se faisait pas quand même énormément, cette histoire d'équipage 100% féminin. Et si on a une bonne idée de l'histoire Vélix, ça se passe quand même 7 ans avant la fameuse Whitbread de Tracy Edwards sur son Maiden. Donc Ouais. toi, 7 ans avant, tu tentes cette aventure-là. Euh, C'était perçu comment d'ailleurs à l'époque, un équipage 100% féminin? Bah, c'était très bien perçu par les garçons, hein. Les équipages qui participaient à la course. Il y avait beaucoup de multicoques. Enfin, il y avait des multicoques et puis il y avait des monocoques. Il y avait peu de monocoques. On était 3 monocoques, je crois. Et en fait, il y avait 2 équipages féminins. Il y avait nous, c'est donc Critère 9. Donc c'était en fait c'était une invention, comme toujours. Michel Etévenon, c'était un inventeur incroyable. Il faisait des mises en scène extraordinaires. Il avait travaillé à l'Olympia. C'est lui qui est le père de la Route du Rhum, hein, donc il avait inventé cette course qui maintenant est toujours fabuleuse. Et donc il m'a dit, il faut que tu fasses un équipage féminin, que vous fassiez, parce que vous voyez, c'est grand seigneur. Et moi je me disais, moi, je serais jamais capable de faire ça, quoi. Et donc comme j'avais fait 2 étapes sur ce bateau-là, et que mon père m'a dit, mais si, alors, tu peux y aller. Et j'ai mon frère Patrick, hein, qui a 10 ans, 7 ans de moins que moi, 8 ans de moins que moi, m'a dit, ben, moi, je vais venir avec toi, je vais te donner un coup de main, on va convoquer des filles qui ont envie de le faire, et puis on va s'entraîner, et puis voir celles qui sont capables ou celles qui sont pas capables. Donc, on a fait quelques entraînements comme ça avec les filles que j'ai embarquées, et puis on a fait un équipage, et ça s'est super bien passé, quoi. T'avais besoin d'être rassurée malgré une Whitbread en entier, malgré 2 étapes, malgré tous ces convoyages. T'avais besoin qu'on te dise encore, Ah que oui. ce soit ton papa ou ton frère ou tes venons qui te disent mais si, t'en es capable, Sylvie. Oui, oui, j'avais besoin de ça parce que ça faisait quelques années que j'avais pas navigué beaucoup. Et c'est des grands bateaux, hein, c'est des bateaux beaucoup plus modernes, même s'ils sont pas du tout modernes maintenant. Et donc j'avais vraiment, oui, c'était pas du charter, quoi. C'était vraiment des bateaux qui marchaient super bien, qui faisaient des près formidables, qui étaient pas très très faciles à manœuvrer, enfin à tenir au portant avec des grands spies. Donc et puis les femmes, moi j'avais jamais navigué avec des femmes non plus, avec des filles, non. Donc c'était génial. Voilà. Ben c'est génial. Qu'est-ce que tu découvres de cette navigation avec que des femmes justement sur ce qu'elles sont à bord? Ben c'est tellement plus sympa parce que moi j'avais fait les 2 premières 82 j'avais fait la première et la dernière étape avec des hommes, des jeunes, plus jeunes que moi, qui pensaient être des dieux du bateau. C'était tellement odieux. Ils étaient vraiment obligés de leur taper dessus presque, parce que tu te donnes pas de place, quoi. Ils te donnaient pas de place. Donc, là, cette année-là, cette Whitbread-là, j'étais obligée de prendre ma place, quoi. Donc là, avec des femmes qui sont tout aussi compétentes, si ce n'est plus, c'est absolument, c'est très harmonieux. C'est vraiment, le plaisir est doublé, triplé. Enfin, ça a rien à voir, quoi. Il y avait qui à bord? Alors je sais qu'il y avait la maman de Claire Renou qu'on connaît Oui, bien aussi. Annick Martin, qui était déjà un petit peu plus pro puisqu'elle avait fait elle était pas pro parce qu'elle est pharmacienne, mais elle avait fait, je crois qu'elle avait fait le Figaro. Ça s'appelait Tout pas le à fait. Figaro, ouais. Il y avait aussi Annie Cordel, la Mmh. femme de l'architecte, de Laurent Cordel, qui était très, très, très compétente, très bonne. C'était une barreuse hors pair. Elle s'est fait mal elle s'est foulé la cheville au début, alors on l'a collée à la barre. Bon, ça tombait bien, c'était une bonne barreuse. Voilà. Et puis des filles, les filles Julien, les sœurs Julien, Nathalie Julien, et puis qui a ensuite épousé de Primorel, Jean-François de Primorel, hein, qui était directeur de Beneteau Jeannot, qui a développé ça, qui était aussi un navigateur, qui d'ailleurs naviguait dans cette course en multicoque. Il y avait aussi donc sa sœur Christelle Julien, qui est mariée à Daniel Andrieux, l'architecte, qui faisait aussi la course sur un autre bateau, sur un multicoque, je crois. Enfin bon, et puis il y avait aussi une dentiste qui s'appelle, elle a son nom de Anne Bocquéo maintenant, Anne Le Gall à l'époque, qui était
Elles étaient péchues, avaient une condition physique formidable. Les changements de voile de ces grands bateaux, ça se faisait sans aucun souci. Moi, j'avais toujours aimé aller changer des voiles devant, etc. Donc voilà, j'étais bien accompagnée. Euh, voilà, donc on était une dizaine. Il y avait alors et sur le bateau Charles Sick, qui avait été aussi le concurrent pendant la Whitbread avec les garçons, il y avait la mouette, c'est-à-dire comment elle s'appelle, Sylvie Gabet, la femme de Gabet, qui avait fait le tour du monde, et qui était sur l'autre bateau qu'on devait battre, absolument. L'autre équipage féminin. C'était très sympa. Donc, tu Que vois, vous avez battu? oui, qu'on a battu. Pas forcément de beaucoup, hein, mais qu'on a battu quand même. Mais tu vois, quand je t'écoute et que j'entends et Thévenon qui dit il faut qu'il y ait un ou des équipages féminins, et on est au début des années 80 là, quand 82, 82, ouais. c'est ça. Quand je vois aujourd'hui Alexia Barrier qui monte son équipage féminin pour aller faire un Jules Verne et que c'est pas si facile que ça, il s'est passé quoi entre les deux là pour que ce soit si compliqué finalement pour laisser sa place aux femmes et dans la course au large? Ben, je sais pas ce qui s'est passé parce que effectivement, tu as dû le constater toi-même. Il y a très peu. Maintenant, il y a des skippers qui font le Vendée Globe, mais il y a eu beaucoup moins de courses peut-être En équipage? en équipage. Hein, il y avait plutôt du double, du solitaire. Hein, puisque moi, en 83, j'avais fait aussi une transat en multicoque. J'avais jamais fait L'Orient, les Bermudes, l'Orient. voilà, en 83 avec Béatrice Maupas et franchement, on était quoi, il y avait Anne Chambaz, comment ça s'appelait Anne Chambaz. Voilà, elle a disparu elle aussi. Il y avait pas beaucoup de et puis les hommes n'embarquaient pas beaucoup de femmes. Donc c'était pas facile quoi pour elles. Et puis ces filles là que j'avais embarquées, elles faisaient la course du GAN. C'était une course qui était équivalente un peu qui était en équipage et qui était réservée aux équipages féminins. Donc c'est comme ça qu'on a été piocher en fait les filles qui avaient l'habitude de faire du bateau. Puis cette course a disparu, ce qui est dommage d'ailleurs. Et aujourd'hui, il faut des quotas pour que les filles puissent. Ouais, c'est des quotas. Ouais. Comme un Et c'est peu partout. bien. Toi, t'en penses quoi justement de ces quotas, ces Ben moi je histoires de pense que quotas? c'est bien parce que ça oblige les mecs à supporter les femmes. Et d'ailleurs il y a des skippers qui sont par exemple les skippers connus là, Boris Herman, Paul Meillat aussi. voilà, Paul Meillat, ce sont des gens qui ont aucun souci à embarquer des femmes, quoi. Je lisais aussi, Sylvie, que tu avais beaucoup d'équipages mixtes, beaucoup de mixtes. Il y a cette transat avec Éric Loiseau, par exemple, mais il y a eu beaucoup de courses mixtes. Ça apporte quoi, justement, de naviguer alors en double, par exemple, ou à plusieurs, mais justement dans des équipages mixtes? Moi, j'avais fait la course là, de Monaco-New York en équipage mixte. Et j'ai fait aussi la course pour Lorient-Saint-Pierre et retour en équipage mixte. Et c'est vraiment super parce que bah, on se marre, on rigole moins qu'avec que des équipages féminins, évidemment. Je pense que c'est peut-être ça qui se passe avec des équipages que masculins, qui rigolent plus que avec les autres. Parce qu'il y a peut-être plus de retenue par rapport à, je sais pas, on est peut-être, je sais pas, on peut peut-être pas tous dire, ou je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à faire un équipage féminin qu'avec les équipages mixtes. Quoique Monaco-New York, là, c'était bien choisi. Il n'y avait pas trop d'hommes. Donc, on était en force. Et ceux qu'on avait embarqués, ils n'étaient pas du tout misogynes. Ils étaient plutôt ils étaient très sympas les uns avec les autres. De ton côté à toi, il y avait un côté un peu revendicateur déjà à l'époque de on est tout aussi capables, nous les femmes. Bah, oui, bah, c'est-à-dire que quand on vous met tu vois, comme à bord de critères 9 sur la Volvo, enfin la Whitbread, moi je me disais je suis capable. Et puis celui qui voulait prendre la manivelle, il la prenait sur la figure, il la prenait pas dans ses mains. Est-ce que tu peux nous parler
L'UNCL, ton aventure avec l'UNCL, parce que ça aussi, c'est une belle tranche Bah, de vie. oui, c'est ça, parce il faut gagner sa vie. Donc moi, après, en 82, après la course qu'on a faite ensemble, là, de La Rochelle Nouvelle-Orléans, il fallait trouver un métier, il fallait travailler. Et donc c'était Jean-Louis Fabry qui a été beaucoup jury de toutes les transats et qui était membre de l'UNCL, qui était un ancien président de l'UNCL, qui m'a dit: on cherche quelqu'un pour faire du comité de course. À l'époque, il n'y avait pas de direction de course, c'était comité de course. Tu pourrais faire ça. J'avais encore jamais fait ça, donc je savais même pas ce que c'était que les règles de course. Hein. Faut pas le dire, hein, mais c'est comme ça. Et donc C'est un scoop, attention, c'est un scoop. pendant la dernière étape, justement la 4e étape de la course autour du monde, à mes heures perdues, si je puis dire, quand j'étais pas de quart, je lisais les règles de course. Je potassais les règles de course pour savoir ce que je devais savoir et ce qui était permis, pas permis de faire, etc. Donc c'est comme ça que je suis rentrée à l'UNCL. Alors là, je suis rentrée comme j'étais prestataire pour ce tour du monde, enfin ce tour de France à la voile, qui est vraiment une course extraordinaire, qui était une course extraordinaire. Et voilà, j'ai embarqué sur le bateau comité, j'ai appris ce qu'il fallait faire, comment on faisait une ligne de départ, qui n'était pas toujours forcément très très réussi, mais j'ai pu faire ce tour de France et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette vie sur une vedette à moteur, d'étape en étape, ou de surveiller les bateaux la nuit, de les pointer, etc. Et j'ai fait ça. Et ensuite, quand j'ai fini le Tour de France à la voile, qui s'est plutôt bien passé, comme ils cherchaient quelqu'un à l'UNCL, j'ai pris un poste à l'UNCL. On était deux. Il y avait la secrétaire et moi. J'étais la petite main. Et je travaillais pas le mercredi parce que je voulais m'occuper un peu de mes enfants. Je les avais quand même bien laissés tomber en faisant du bateau. Donc il fallait que je m'en occupe un peu quand même. Tu culpabilisais? Oui, forcément, un peu. Et en fait, tout de suite, il y avait à l'UNCL, qui était un club de propriétaires de bateaux, en fait, qui était installé à Paris. Et il y a des tas de gens très intéressants à rencontrer. Et puis, on organisait la route du Rhum. En 82, c'était la route du Rhum. Donc, c'était ma première route du Rhum en tant que petite main, si je puis dire. Bah justement, c'était quoi la petite main? Elle faisait quoi sur sur la route du Rhum en 82? En 82, j'avais assisté enfin, je faisais du contrôle. Donc, j'étais avec les contrôleurs d'équipement. J'étais avec Jean-Louis Fabry, qui était aussi le directeur de la course. Donc, j'apprenais ce qu'il fallait faire pour surveiller les bateaux. Alors, à l'époque, c'était des balises Argos, donc on n'avait pas des positions toutes les minutes, si je puis dire. On avait un peu de délai entre les courses. Donc, c'était la découverte du métier. Sylvie, quand je t'écoute, est-ce que tu avais un plan de... Alors, je vais mettre des guillemets à ce terme-là. Est-ce que tu avais un plan de carrière ou c'est plutôt à te dire, saisissons, de ce qu'on écoute, hein, plutôt saisissons les opportunités, pourvu que je ne sois pas trop loin de la mer? Oui, c'est ça. Je trouvais que c'était intéressant. Ça me permettait d'aller faire une transat par an. Et ça, c'était Oui, génial. j'aime bien quand tu dis ça là dans un article que j'ai lu. Je travaillais, mais j'essayais quand même de faire au moins une transat par an Ouais. entre les organisations de courses. Ouais, pour pas perdre pour pas perdre la main, pour savoir ce que c'est que de naviguer, etc., quoi, pour être un petit peu dans le coup. Donc ça m'a bien plu de pouvoir faire une transat par an. Ouais. Directrice du comité de course, ça impliquait quoi, Bah, sur le Tour de France à la voile, tu par veux dire? exemple? Bah, le Tour Mmh. de France à la voile, ça impliquait du plein temps, hein, nuit et jour. C'est-à-dire que en fait, déjà, moi, j'avais fait la préparation des parcours, la préparation des instructions de course, de l'avis de course, de tous les règlements, donc à l'UNCL. Et puis ensuite, je mettais en application ce que j'avais pondu, si je puis dire, hein, voir ce qui était bien, pas bien, etc. Et toujours au début, c'était avec Jean-Louis Fabry qui me donnait des conseils, qui vraiment appris la façon de faire. Et donc à terre, c'était les briefings avec
les skippers, en fait. Et puis ensuite, hop, on part sur l'eau et on fait la course. Alors, soit c'est une course entre deux bouées, ce qu'on faisait souvent aussi à chaque étape, soit c'était une grande étape où Les fameux parcours côtiers pour on aller, allait par le côtier pour les aller d'une étapes. étape à l'autre, plus ou moins long. On suivait avec il y avait la vedette qui avait la presse à bord, enfin un peu de presse, et puis la vedette du comité de course où j'étais moi, qui C'est suivait. quoi la C'était quoi ou c'est quoi d'ailleurs, les grandes satisfactions? C'est quoi? C'est quand les skippers viennent te voir et te disent: «Elle était géniale cette étape»? Oui, oui, ou quand ils viennent me voir en disant qu'est-ce que tu as mis là Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que cette ligne de départ que tu nous as fait ou des choses comme ça. Oui, c'est discuter avec eux en fait. Discuter avec eux et pas toujours, c'est pas toujours brillant. Quelquefois c'est super, quelquefois c'est moins bien. La météo joue beaucoup dans ce genre de course. Et quelquefois il faut attendre que le vent se lève. On avait du coup, on invente des choses. C'est ça qui était bien, c'est que on invente de la réglementation. On dit tiens, puisqu'on n'a pas pu faire cette étape, alors que les coureurs se sont quand même défoncés pendant longtemps, et puis pof, il y a plus le vent est tombé, on n'arrive pas à aller jusqu'à la ligne d'arrivée, et on est comme des imbéciles, parce qu'il faut arriver quand même. Et donc hop, on introduit une notion de pointage officiel à certaines marques de parcours qui vont pouvoir faire valider l'étape. Et donc ça, c'était génial. On a inventé ça aussi. On a inventé des tas de trucs qui étaient importants pour que ce qu'avaient fait les coureurs soit comptabilisé. Puis se dire, bah oui, on a fait une étape, c'était bon. C'est quoi? C'est l'équité qui est Ouais, importante pour toi? l'équité, et puis parce que c'est vrai que la météo sur ces courses-là, ça apporte pas beaucoup d'équité, puisqu'en fait les premiers vont peut-être avoir du vent et puis être classés, et puis les derniers ils seront pas classés. Donc il y a ce et on n'y peut rien, hein, la météo on n'y peut rien, donc il faut essayer de trouver des subterfuges pour pouvoir valider pour tout le monde et que tout le monde puisse se retrouver, quoi. On sait que le Tour de France à la voile, avant que ça ne soit, avec les diams à l'époque, hein, où effectivement il y a plus eu ces fameuses étapes, ça a été, un vrai, un vrai exercice d'apprentissage pour, tout un tas de marins qu'on retrouvera après sur les grandes courses de course au large. Tu vu émerger toi des petits jeunes qui se sont fait la main sur le Tour et qui sont devenus des grands noms après? Tu as senti, tu as suivi ces noms-là? Ouais, moi oui, j'ai vu que en général, quand on les retrouvait skipper de, je sais pas, sur un Vendée Globe ou même sur une Transat, ils avaient fait le tour. Ils avaient tous fait le tour. Ils avaient appris, pas forcément tout sur le tour, parce qu'il y avait, faut pas oublier le Figaro. La solitaire du Figaro, bien sûr. Le Figaro qui a vraiment formé aussi beaucoup de skippers. Mais il y avait par exemple les Péponais là, Péponais qui avaient une médaille, je sais pas, ils ont une médaille d'or ou une médaille de bronze, j'en sais rien. Mais enfin, ils étaient vraiment de haut niveau. Mais en voile hauturière, ils connaissaient que dalle, quoi. Et donc ils ont embarqué et ils ont appris à naviguer, à savoir où ils étaient, à faire marcher un bateau plus grand, pas un dériveur. Donc oui, effectivement, c'était génial. Et en fait, quand ça s'est arrêté, quand le Tour de France à la voile s'est arrêté faute de moyens, si je puis dire, c'était une grande perte. C'est une perte pour tous ces jeunes qui aimeraient bien savoir ce qui se passe au large. Sylvie, on parle du Tour de France à la voile, mais il y a aussi la Route du Rhum. Il y a le tout premier Vendée Globe. Tu y étais aussi. C'était quoi ton boulot sur le tout premier Vendée Globe? Là encore, hein, c'était une histoire d'aventure au même titre Oui, que la Whitbread. c'est Philippe Gentot qui faisait beaucoup de courses, hein, qui faisait des courses des transats, qu'on a gagné, et qui avait fait la course autour du monde, le Boc Challenge, et qui était par étapes, qui était une course en solitaire par étapes. Et puis au cours d'une course de l'Europe, il est venu me voir en disant j'ai vraiment une idée, je voudrais faire une course en solitaire sans escale autour du monde. Voilà. Je ferai un Boc Challenge mais sans escale. Est-ce que tu pourrais venir m'aider sur l'organisation en mer, quoi, enfin, sur l'organisation technique?
Et j'étais à l'UNCL et donc je lui dis: «Bah oui, bien sûr, bien sûr, on va y aller». Et donc en fait, j'étais comité de course, plus contrôleur, d'équipement avec, toute l'équipe de l'UNCL pour contrôler, ben, c'était quand même une course autour du monde, donc il fallait vraiment, que ce soit équitable et puis que ce soit surtout pas trop dangereux et donc avoir, mettre des normes. Et donc avec Jeantot, on a fait la première course. Alors après, lui, c'était lui qui faisait le suivi. Hein. C'était pas moi, je faisais le départ et je faisais les arrivées. Sylvie, on vient toujours te chercher, ces organisateurs là, enfin ces marins qui donc sont organisateurs au début, viennent te chercher. À quel point tu t'es rendue, indispensable et une figure incontournable? Alors on n'aime pas parler de soi, hein, je sais que c'est Non, compliqué, non, mais c'est pas du tout indispensable ou incontournable. C'est que je sais pas, peut-être que le fait que j'ai navigué aussi pas mal fait qu'ils ont plus ils croient un peu en moi, quoi. Ils pensent que ils pensent que je vais leur apporter quelque chose. Ils pensent que ça va les aider, que je vais être équitable, que je vais que je vais pouvoir peut-être pas faire n'importe quoi, les envoyer n'importe où. Donc et que je pourrais et qu'il y aura un dialogue qui pourra s'installer avec moi. oui, que vous parlez la même langue. Ouais. Mmh. Et puis il y a ce rôle de directrice de course. Alors on l'a dit tout à l'heure, effectivement, heu, alors aussi incroyable que ça puisse paraître, hein, mais c'est effectivement un titre, en tout cas, un métier qui n'existait pas en tant que tel. Ce que je lisais et corrige-moi, hein, si je me trompe, c'est parce qu'effectivement, beaucoup au départ des organisateurs étaient des marins. Après, effectivement, l'organisation, a été déléguée à peut-être d'autres organismes ou d'autres personnes qui n'étaient pas forcément des marins et il fallait, un directeur de course qui ait ces notions-là que tu as parfaitement décrites d'être marin et donc ce poste-là, ce rôle-là qui n'existait pas avant, tu vas, l'endosser. Heu, c'est quoi la première course et le le poids, le rôle à ce moment-là, on l'embrasse comment? En fait, c'était pas très différent, sauf que effectivement, comme tu dis, les organisateurs en général, à l'époque, soit c'était des marins comme Gérard Petitpas, hein, qui était un marin qui avait fait beaucoup de courses, hein. Soit c'était un Michel Etévenon, qui avait aucune notion de ce que c'était que le bateau, mais qui était un metteur en scène. Et donc en fait, Michel Etévenon, il s'est appuyé sur l'UNCL, c'est-à-dire des gens qui avaient l'habitude de naviguer, dont moi je faisais partie. C'est pour ça que j'étais comité de course, mais on faisait aussi de la direction de course, un petit peu, enfin du suivi de course. Et avec Gérard, je faisais plutôt du comité de course, même si on suivait les bateaux aussi, quoi. Et par exemple, sur le Figaro, les premiers Figaro, la course en solitaire, l'Aurore, hein, c'était voilà, ça a été, c'était donc un journal qui sponsorait ou en tout cas qui soutenait, qui organisait. Et donc c'était pas des marins aussi, ils connaissaient pas, donc ils se sont appuyés sur des gens comme Denis Auro, qui a pris le titre de directeur de course. Je pense que c'était le premier directeur de course en fait qui a existé. Et puis ensuite, la fédération a dit, ben voilà, il y a les directeurs de course, enfin les organisateurs, il faut absolument qu'ils aient un directeur de course parce que ils sont pas forcément, ils sont pas forcément, euh, ce sont pas des marins. Donc il faut quelqu'un avec eux qui puisse parler la même langue que les marins. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait que je suis devenue directeur de course. Et la première direction de course, c'était quoi? Ah, c'était la Barcelona. La La Barcelona World Barcelona Race. World Race, En double, Turner, Mark Turner. Marc Turner, et alors j'étais pas forcément à la Barcelona parce qu'il m'avait déjà contacté pour la Transat en solitaire. La Transat anglaise qu'il avait récupérée. Et comme il m'avait vu sur d'autres courses, il m'avait dit, ben voilà, tu vas devenir directeur de course de ça, quoi, cette course. Et puis ensuite, la Barcelona, c'était lui aussi. C'est quoi le plaisir, d'abord, quand on est, directrice de course? Le plaisir d'abord,
c'est d'avoir le contact avec les marins, avec les skippers, Ça, t'en parles souvent, hein? ouais, Ouais. de discuter avec eux, de savoir ce qu'ils en pensent, et cetera. Et puis c'est ensuite, justement les suivre pendant leurs courses. Ça fait tellement de progrès maintenant avec les balises Iridium là, par satellite, qu'on a des positions presque, si on veut, toutes les 10 minutes ou même plus près, plus proche, et de suivre leur trajectoire et de voir par rapport à la météo, parce que je trouvais que la météo c'était vachement intéressant aussi. La météo, les météorologues comme sur Météo France, dans Météo France, c'était Richard Sylvani, le météorologue. C'était toujours hyper intéressant de faire les briefings avant pour savoir comment on va partir, etc., ce qu'on va faire. Et après, suivre les bateaux, savoir quelles options ils ont pris. Tout ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et les angoisses? Alors les angoisses, Mais surtout à l'époque aussi, enfin, même si c'était il y a pas si longtemps que ça, hein, mais où il y a peut-être moins de moyens de communication, moins de moyens de suivi. ouais, les angoisses, c'est quelque chose de. Bah, la mer, on sait que c'est dangereux. Hein, on sait que c'est dangereux. On sait qu'il faut surtout pas tomber par-dessus bord. On sait que on peut casser le mât. Alors casser le mât encore, ça va parce que tu peux mettre un garant de fortune. Mais il y a des moments où t'as plus du tout de. Il y avait des moments où il n'y avait pas de communication avec les marins et on voyait que les trajectoires étaient un peu erratiques, etc. Non, c'est vrai que c'est angoissant, ça. C'est vrai. Et que assez vite, et peut-être trop vite, on a besoin d'avoir une réponse très vite. Alors que en mer, c'est pas, ça se passe pas comme ça. C'est pas comme sur l'autoroute où on appelle l'ambulance, etc. Non, en mer, ça va être long. Il faut savoir que tout ce qui se passe comme accident, ça va être long d'arriver à aller chercher le marin s'il est en train de couler ou s'il est à l'envers, etc., avec son multicoque. Il faut savoir que c'est long. Et ça, je crois que les gens se rendent pas compte. Ben non, ils peuvent pas s'en rendre compte. Moi, je m'en rends compte. Quand on a ce poste-là, euh, poste très important évidemment dans une organisation et dans une course, et qu'on est une femme, on s'impose facilement, c'est une évidence, où effectivement il faut être un peu la main de fer dans un gant de velours, comme j'ai pu lire, comme j'ai pu lire à ton propos. Je peux pas te dire. Je sais que quand on préparait la course de l'Europe avec Gérard Petitpas et qu'on allait dans différents ports hein, et qu'il me présentait comme Mais j'ai lu en Hollande que c'était très compliqué, non? Il y a pas, les gens voulaient pas te parler. à Scheveningen justement, c'est un truc impossible à dire. Le directeur du port ne s'adressait qu'à Gérard et donc Gérard lui a dit mais non c'est Sylvie Vian qui va être votre interlocutrice dans les échanges pour quand les bateaux vont arriver etc. C'est elle qui va diriger cette partie-là. Et donc là c'est typique quoi. Tu vois bien que ils sont extrêmement machos et qu'ils peuvent pas envisager qu'une femme puisse diriger quoi que ce soit, alors que il y a beaucoup de Hollandaises, hein, beaucoup d'Allemandes aussi qui naviguent, pas beaucoup, autant que chez nous. Et dans dans l'organisation et en France, c'était plus une évidence? Oui, Tu avais largement fait tes preuves? il y avait vraiment pas de, non, je pense que c'était plus facile. Ouais. Quand on lit aussi ton parcours, Sylvie, évidemment, il y a une course qui est là dans ce parcours-là, c'est la Transat Jacques Vabre, hein, parce que je crois que c'est à part celle de 2011, tu les as toutes faites. En fait, en 2011, je les ai pas fait. Et effectivement, je les faisais avec c'était comité de course avec Gérard Petitpas. Donc je les ai toutes suivies, mais donc pas la première, parce que ils ont changé d'organisateur en 80. C'est la première, c'est 99, je crois. Donc après, bon, donc 2001. Et toutes, sauf 2011, oui. Et j'ai été directeur de course en 2013. C'est quoi cette course? Ah, c'est une course en double, donc c'est une course vraiment que j'aime bien. D'abord parce que le double, je pense que c'est vraiment peut-être pas plus intéressant, mais tellement différent d'une course en solitaire.
et, et puis c'est des parcours qui changent sans arrêt puisque les destinations n'ont pas toujours été les mêmes. Donc après, c'est la découverte d'un pays. Et puis c'est la découverte de cette traversée qui est toujours différente parce que quand on va euh, en Colombie, à Carthagène, ensuite on va au Brésil, à Salvador. Après, on va au Costa Aux Rica. Antilles, Costa Donc, Rica. Costa Rica, tout ça, c'est différent. Donc, c'est vraiment très intéressant à chaque fois de construire quelque chose de différent. C'est quoi ton pire souvenir de Transat Jacques Vabre? Bah, le pire souvenir, c'est la disparition de Paul Vatine. Ça, c'est déchirant. C'est déchirant, d'autant plus que moi, en plus, Paul Vatine, il avait été mon équipier dans Monaco-New York. Il avait fait Monaco-New York et puis il était délicieux. C'était quelqu'un de très intéressant. Donc, oui, c'était le pire, c'est mon pire truc. Et alors, pour adoucir un peu le souvenir le plus compliqué, on va dire, en tant que directrice de course. Je te pose la question parce que je pense justement à la dernière édition qui a été quand même, bien tumultueuse. On a bien pensé à Francis Le Goff et j'encourage d'ailleurs les gens à regarder le film, Le Monstre qui est assez génial, justement en immersion, totale avec la direction de course. Donc cette dernière édition qui est très compliquée où il faut, décaler les départs pour certaines classes, pas pour certaines classes, faire attention aux dépressions, abriter des bateaux. Bon, on sent bien qu'on s'arrache un peu la tête quand même et qu'évidemment, il faut faire attention, aux skippers, bien évidemment. Tu as un peu connu ça, je crois, en 2013, non? C'était en 2013, j'ai connu ça parce que c'était donc la première en tant que directeur de course. C'était compliqué et en plus il y avait plusieurs parcours parce qu'il y avait plusieurs classes. Bien Et sûr. c'est ça qui est aussi la Jacques Vabre, c'est plusieurs classes et ça c'est beaucoup plus compliqué que de faire partir un Vendée Globe ou bien une Transat en solitaire. C'est, avec tout le monde part en même temps, la route du Rhum, quoi. Mais c'est vrai que faire partir les bateaux comme ça en 2013, moi je me suis dit on va faire partir quelques-uns, puis ceux qui sont assez, où on risque pas que la sécurité soit enfin qui soit en danger, et puis abriter ceux qui sont un peu plus vulnérables, petits bateaux. Et donc en 2013, on avait aussi inventé quelque chose. Déjà, on avait décalé le départ, alors que je pense qu'on aurait pu partir, parce que là, c'était quand même... Richard Silvani nous avait dit on peut partir, mais c'est vrai que c'était un petit peu fort au début. Mais bon, j'avais temporisé, j'avais dit on pourrait faire partir une classe. Et là, l'organisateur a dit non, il n'avait pas question de faire partir qu'une classe. Donc, on avait décalé de 5 jours. 5 jours, je pense. On est parti le jeudi. Et on avait fait donc partir les plus grands bateaux et neutraliser à Roscoff Les classes 40. Voilà. Donc ça, c'était compliqué aussi. Comment on résiste aux... J'imagine qu'il y a des pressions un peu de partout, des commentaires de partout. Comment tu résistes et quand tu résistes à ce genre de choses? C'est vrai que c'est pas facile. Et en 2015, où j'avais quand même, là, j'étais vaccinée parce que là, j'avais vu que c'était quand même très compliqué et pas forcément très équitable. En 2015, où il y avait une dépression, je sais pas si tu te souviens, il y avait une dépression assez forte, mais que les bateaux allaient rencontrer un peu plus tard. Et le jour du départ, il faisait un temps superbe et j'ai dit on part. Et là, en cours de briefing, t'as un coureur qui m'a dit non, tu peux pas laisser partir, c'est pas possible, on va casser les bateaux et tout. Et j'ai dit ces bateaux-là, quand même, c'est des bateaux tout neufs, des bateaux avec des foils, Les feuilles, les IMOCA, là. des IMOCA, les premiers foils, et vous savez pas du tout, vous n'avez pas navigué dans des conditions un peu difficiles, vous savez pas si ça tient ou pas, et vous avez le Vendée Globe l'année suivante. Donc il faut absolument tester les bateaux, donc faut partir. Donc il y avait quelques-uns et les classes 40, ils étaient pas du tout, qui étaient quand même des bateaux plus petits. Ils étaient pas vent debout sur le fait de partir. Ils disaient oui, on va partir, on va tester les bateaux, on va bien voir.
Même les Ocean 50, les Multi 50, qui sont quand même des bateaux qui sont très volages, ils disaient oui, bah oui, on va partir. Ouais. Et en fait, c'est quelques skippers IMOCA qui voulaient pas partir. Et ton argument d'aller tester le bateau dans des conditions un peu musclées avant le Vendée Globe a-t-il fonctionné? Est-ce Et que ça a été entendu? C'est le genre de choses qui est ça n'a entendu? pas été beaucoup entendu par certains, je te dirai pas le nom parce que c'est quand même très, voilà, qui m'ont menacé, qui m'ont dit, mais j'espère que tu es bien assuré parce que si on se retrouve dans un radeau et qu'on est loin de l'accessibilité d'un hélicoptère, etc., tu verras ce que tu auras un procès. Enfin bref, c'était quand même très chaud. Hein. Mais là, ça m'a pas fait peur. Mais Ah, c'est ça que j'allais te demander, non? OK. non, ça m'a pas fait peur, ça m'a déçu. Ça m'a déçu de voir ces grands skippers qui avaient fait des bateaux pour aller faire le Vendée Globe et qui n'avaient pas l'intention de les tester. J'ai trouvé ça très curieux, quoi. Très décevant. Bon alors même si, ça peut être décevant par moments, les échanges ou des réactions, Ben là, je lis quand même, systématiquement, hein, la fascination que tu as pour, ces marins, dont oui. tu fais partie, hein. Qu'est-ce qui continue de te fasciner? Ben là, je trouve qu'avec les nouveaux IMOCA là qui vont si vite et là, ça me fascine moins parce qu'effectivement, ça me fascine cette faculté de voler et de faire des vitesses incroyables, mais ça me fait peur. Ça me fait peur pour eux parce que c'est dangereux. C'est dangereux, enfin, c'est toujours dangereux les bateaux, mais là c'est dangereux au niveau de leur physique, au niveau des coups qu'ils vont prendre, qu'ils peuvent prendre, qu'ils pourraient prendre. On l'a vu avec Sébastien Simon sur le retour à la base. Ils étaient seuls, ils sont seuls et un trauma crânien, c'est terrible. C'est terrible pour un jeune, je sais pas quel âge il a tout jeune, lui, il a même moins de 30 ans. Non, c'est trop risqué et je pense qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il, c'est pas uniquement, c'est pas uniquement cette vitesse, ça suffit pas quoi. C'est pas ça. Il faut pas qu'un jeune se retrouve dans un fauteuil roulant toute sa vie quoi. À cause de ça. Sylvie, C'est en insupportable ça. en 2021, tu vas passer la main à Francis, Le Goff. Alors tu seras là, hein, dans la direction de course parce que je crois que Francis a vraiment tenu à ce que tu sois là un peu pour être, rassuré et peut-être, adoubé aussi par, par Sylvie Vian. Hem Et je lisais, ton plaisir et ton bonheur d'être dans cette équipe, là où il y avait, ouais, où il y a toujours, pas mal de jeunes aussi que tu trouves, tu disais trouver très, très doués et cette vie, voilà, un peu à huis clos finalement, c'est ça une direction de course? On vit un peu à huis clos dans ce groupe de direction de course. C'était quoi cette dernière édition, passage de flambeau? À quel point c'est important pour toi justement cette passation de relais aussi aujourd'hui? Je pense que c'est d'abord, c'est un poste qui est très stressant. Donc, direction de course, c'est très stressant et je pense que plus on prend de l'âge, hein, moins on doit avoir du stress si on veut que ça dure un peu plus longtemps. Et donc en 2021, en plus il changeait complètement d'organisation et donc je pense que c'est pas que lui qui voulait être directeur de course, c'est aussi l'organisation qui voulait que ce soit place aux jeunes, quoi. Et, et je pense que c'était bien. Moi, je lui avais toujours dit quand tu te sens bien, quand tu te sens mûr, tu vas, quoi. Et j'ai trouvé très sympa de sa part de me dire, ben tu m'accompagnes quoi. Je peux pas si je lui apportais quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai bien aimé 2021 et même 2023 où il m'a dit, ils m'ont rappelé, alors que je pense que 2021, je pense que c'était la dernière, 2023 et Yann Château et Francis étaient en train de faire la vie de course et ils m'ont dit, tiens, en fait, c'était sympa en 2021, tu voudrais pas revenir. Et bon, moi j'ai craqué quoi, j'ai dit oui, je reviens. T'as craqué parce que c'est impossible de décrocher, comme on le disait dans l'introduction? C'est pas facile de décrocher
Et c'est vrai, c'est un plaisir d'être dans cette cellule qui va surveiller les bateaux pendant toute la course aussi. C'est ça le plus de la direction de course. C'est pas forcément tous les emmerdes qu'il y a avant pour savoir si on va partir, pas partir, etc. Mais c'est aussi suivre les bateaux et faire les arrivées et voir le plaisir des skippers à l'arrivée. Et ça, c'est génial, quoi. Sylvie, on disait des directrices de course, eh bien, je pense que sur les doigts d'une seule main, on peut les compter, hein. Il y en a vraiment pas. Enfin, moi, j'en connais pas d'autres à part toi, mais peut-être que je me trompe, hein, puis j'ai pas la science infuse. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux navigatrices, pourquoi pas, ou aux femmes, enfin, ouais, navigatrices, qui ont envie d'aller se lancer dans ce truc-là, qui se disent, bah oui, mais il faut pas hésiter. Ah ben oui, il faut pas hésiter. Et surtout qu'elles ont une légitimité. Et donc là, il y avait Miranda dans la direction de course. Tout à fait. Elle était adjointe et je crois qu'elle a beaucoup aimé, appris de ce côté-là, parce qu'elle qui a été toujours qui a couru toutes les courses pratiquement, hein, en solitaire, en double, en équipage, etc. Elle a découvert ce volet-là et je crois qu'elle a bien aimé et qu'elle aimerait bien. Et je me demande si elle va pas être aussi directrice de course adjointe dans la course transat anglaise qui part de Brest, là, qui n'est plus anglaise, d'ailleurs. Et il y a aussi, j'ai vu, il y avait un colloque de directeur de course là récemment à Port-la-Forêt. Et là, il y avait des femmes, notamment Annabelle, qui a toujours dirigé les mini, les mini transateurs là, et qui est directeur de course, qui est directrice de course. Karine Fauconnier qui était là Tout à aussi fait. et qui fait aussi, qui va faire de la direction de course. Et ça, c'est génial parce que franchement, je pense que si j'ai pu leur montrer qu'on pouvait y aller et que c'était intéressant et que elles ont toute la crédibilité. Je te vois et je t'entends, Sylvie, et tout le monde a la chance de te voir et de t'entendre aussi, parce que, comme on le disait, t'es jamais bien loin des pontons quand même, hein. Et je vois encore cet œil qui pétille, ce sourire qui se forme à chaque fois qu'on parle de tout ça. Tu raccrocheras jamais. Parce qu'aller faire de la plaisance, bah oui, c'est super, hein, mais tu y arriveras pas, c'est pas possible à faire que ça. Si, d'ailleurs, comme preuve, j'ai été, j'ai été Elle est obligée de me sollicitée donner des par, preuves. j'ai été sollicitée par Mathieu Sarraud pour être directrice de course de la Niji, donc les classes 40. Et j'ai dit ben non. Enfin, au début, je savais pas trop. J'étais contente d'être sollicitée parce qu'on sait aussi, on est un peu orgueilleux, hein, un peu orgueilleuse, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Mais après, il faut réfléchir que d'abord, il faut que les plus jeunes, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de faire ça, ils ont besoin de faire de la direction de course. Il y avait Claire Renou qui était contente parce elle allait faire de la direction de course avec moi, mais il y a aussi le côté, moi je suis quand même très vieille et Je ne dirai rien. j'ai des petits enfants qui commencent à grandir et je veux pouvoir m'occuper d'eux, enfin les voir, faire des choses avec eux, leur apprendre des choses. Et donc ça peut pas être pendant des vacances, donc je peux pas faire des courses pendant les vacances. Je fais quand même Québec-Saint-Malo, parce qu'elle va être la dernière. Et la Nidji, j'étais désolée pour Mathieu parce qu'il n'était pas content du tout. Et donc voilà, il a un directeur de course qui est très bien, Gilles Damorvan, et c'est très bien, quoi. Donc Quel regard tu portes? moi, c'est une preuve. Oui, c'est vrai que c'est une bonne preuve. C'est vrai, c'est une bonne preuve. Et d'aller emmener, j'imagine, tes petits-enfants un peu faire du bateau, parce que quand même, Oui, mais sans pas que c'est... forcément que ça. Je vais peut-être aller voir les châteaux de la Loire. Donc, en fait, elle Tu vois. décroche un tout petit peu. Elle a desserré la mare, mais autant vous dire que bon, ça va pas se desserrer Voilà. tout de Par suite. contre, on aimerait bien passer Noël en famille sur un bateau, effectivement, en croisière. Quel regard tu portes, Sylvie, sur puisqu'on en revient quand même aussi à notre thème de ce podcast, même si on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, justement sur les femmes qu'il y a sur les pontons. Aujourd'hui, on a vu des éditions de Route du Rhum avec pas une femme au départ, et puis maintenant, voilà, il commence à en avoir 5, 6, 7. Sur le Vendée aussi, un peu plus. Quel regard tu portes? Je trouve ça super. Je voudrais vraiment qu'il y en ait plus. Et je voudrais bien qu'il y en ait une qui gagne.
bien que ce soit aléatoire et que ça dépend aussi beaucoup du matériel et ça dépend pas de leurs compétences. Ça dépend, parce qu'elles ont tout à fait des compétences météo, elles font elles ont toutes les compétences comme les hommes. Donc, j'aimerais bien qu'il y en ait une qui gagne. Voilà. Ça, c'est mon souhait. Bon, bah, écoute, on espère qu'il sera réalisé ce souhait-là Déjà, j'ai trouvé et Justine Métro avec l'option qu'elle avait pris dans le nord de la Transat Jacques mais Vabre. bien sûr, cette option complètement, osée finalement et qui J'aurais a tellement aimé qu'elle puisse arriver au moins en même temps que les premiers. Bon, elle n'était pas très loin, mais bon, avec Julien Villon. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était une option, c'était ah, carrément ça très, nous a fait vibrer en tout cas jusqu'au bout, hein. ouais, jusqu'au bout. Ouais. Et heureusement qu'elle a fait ça parce que c'était très intéressant de pouvoir comparer deux options. Que tout le monde fasse la même chose, ça a peu d'intérêt. Quand tu regardes, alors je ne relèverai à peine ce que tu as dit, je suis très très vieille. Alors quand on te voit et quand on t'entend, on va mettre un gros bémol à cette phrase. Euh, Quand tu repenses à cette Whitbread de 73, quand tu repenses à ces balades et ces croisières en famille et tout le chemin parcouru, tu te dis quoi? Alors j'ai lu, hein, je sais qu'il n'y avait pas de nostalgie. C'est pas un mot qui te percute plus que ça hein, quand il s'agit d'arrêter d'être directrice de course de la Transat Jacques Vabre, par exemple. Mais qu'est-ce que tu te dis, toi, aujourd'hui, sur tout ce qui s'est passé, sur ces changements de vie audacieux avec les enfants sous le bras, sur ces opportunités, sur ces transats, sur ces directions des plus grandes courses qui existent. Tu te dis quoi? Bah, on choisit pas toujours, on choisit pas toujours sa vie et en fait, je suis contente, je suis heureuse. Je, je suis pas, comme tu dis, je suis pas nostalgique parce que le fait d'être arrivée là, d'avoir fait tout ça, d'avoir vu tous ces gens, d'avoir vu des gens tellement intéressants, d'avoir pu être avec eux, de participer, de partager avec eux des tas de choses que j'aime, la mer, les courses, tout ça. Euh, je suis contente, je suis heureuse d'être arrivée là. Je me dis qu'il faut arrêter parce que je pense que d'abord les jeunes ils ont besoin de bosser, comme je te disais, et puis aussi je pense que les jeunes ils ont marre de voir quelqu'un qui et voilà. Et je suis vraiment, je suis contente d'avoir fait tout ça et je suis pas nostalgique, mais moi j'ai une sœur qui a disparu et elle avait 40 ans et moi voilà, j'ai de la chance. Ma mère aussi, donc j'ai de la chance d'avoir vécu tout ça, de vivre encore et j'espère le plus longtemps possible. Il y a des figures dans ton parcours qui sont des figures qui ont été inspirantes Bah, tu me parles de mon père? bah, ou de ton père ou de personnes qui ont croisé ta route. Comme tu l'as dit, tu as croisé, et eux aussi ont eu la chance de croiser ta route et tu as croisé la route de beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été ou inspirantes, alors peut-être ton papa, des personnes qui ont été essentielles? Bah oui, essentiel. C'est bon, c'est mon père bien sûr, mais c'est ensuite les différents quelques présidents du NCL qui étaient formidables. Pascal Hérold, par exemple, qui a été pour moi vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Jean-Louis Fabry d'abord, hein, qui, grâce à lui, j'ai pu faire ce métier-là. Pascal Hérold, il y avait Patrice Rouanette aussi, qui était un des premiers présidents que j'ai connus, moi, et qui était vraiment, qui était très constructif, qui est très, très innovant, qui avait des tas d'idées. Voilà, j'ai connu ensuite Philippe Gentot. Je trouve que c'était un peu plus restrictif parce qu'on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait avec organiser la course comme on voulait. Voilà, je pense qu'il y a plein de personnes que j'ai connues qui m'ont aidé, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné des conseils. Et puis les équipages que j'ai formés, les filles, là, on se revoit, on se fait toujours au moins une, une fois par an ou une fois tous les 2 ans des réunions ensemble où on s'éclate, quoi, tous ensemble. Donc oui, tous ces gens-là, ça, c'est un vrai plaisir.
Merci beaucoup Sylvie d'avoir été l'invitée de cet épisode de Navigante. Alors on retiendra quand même qu'on va te souhaiter la victoire d'une femme dans une grande course, Ouais. un Noël avec toute la famille sur un bateau, du temps passé avec les petits-enfants. Puis de toute façon, on sait que tu seras jamais très loin des pontons. Mais grâce à René aussi. Bien sûr, René Boulaire, à qui on pense et qu'on salue. Merci beaucoup Sylvie. Allez, bonne continuation. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.